Construire sa professionnalité UE 6.2. Cette présentation vient en complément des documents partagés en ligne avec les étudiants. Il s'agit de poser quelques bases sur la notion de professionnalisation ou professionnalité afin de permettre ensuite aux étudiants de travailler en groupe pour essayer de répondre à un certain nombre de questions qui suivront cette présentation. Pour commencer, je vous invite à réfléchir autour de ces 5 termes dont il sera question tout au long de cette présentation. Profession. Comment distinguer profession et professionnalisation? La question de la réflexivité en matière de professionnalisation. L'analyse, la situation. À quoi ces termes vous font-ils penser? Nous allons commencer par quelques définitions données dans le sens commun. La profession. Une profession, ce terme qui vient du latin professio, déclaration publique, action de se donner comme tel, est le métier exercé par une personne qui en retire une rémunération, un salaire. La profession constitue également un rôle social. Par extension, la profession désigne le métier qui dépend d'un secteur d'activité en particulier. On va parler de profession agricole, profession commerciale, médicale, artisanale, de la magistrature, de l'enseignement, du bâtiment, de l'industrie, du commerce et plus récemment des NTIC, de l'environnement. Donc on voit bien que dans cette acception de la profession, on va recouvrir plusieurs métiers, plusieurs types d'activités. De nos jours, la profession rassemble aussi bien des savoir-faire qui sont ancrés dans l'histoire de ces métiers que des travailleurs et des organisations professionnelles dans l'objectif de produire un service ou un bien. Les compétences et leurs évolutions rapides sont en interaction avec l'économie. Cette interaction se caractérise de nos jours par une mondialisation de plus en plus poussée. Ce sont des choses que nous avons vues ensemble lors des précédentes interventions. Dans le système français, on peut repérer la profession, en particulier par des métiers acquis ou des qualifications reconnues par un système de classification et un système organisé relatif à la formation professionnelle. On le repère également à travers des accords professionnels convenus entre les partenaires sociaux et publiés dans les journaux officiels. La profession est également un rattachement dans la nomenclature des activités exercées et qu'on peut voir par exemple dans les répertoires des métiers ou les répertoires du CEREC. La profession a également une histoire plus ou moins ancienne, suivant les métiers. On peut aussi parler, quand on parle de profession, de secteur ou de branche d'activité.
La notion de métier est souvent synonyme de la notion de profession ou d'activité professionnelle. Un métier est d'abord l'exercice par une personne d'une activité dans un domaine professionnel en vue d'une rémunération. Le métier désigne aussi le degré de maîtrise acquis par une personne ou une organisation du fait de la pratique sur une durée suffisante de cette activité. On va parler d'expérience et savoir-faire acquis, voire amélioration des pratiques sur ce métier. Et souvent, ces acquisitions nouvelles, ces nouvelles compétences vont intégrer dans le temps le référentiel du métier par rapport à ce qu'il était initialement. En gestion des ressources humaines, cette notion de métier peut être résumée comme l'ensemble des savoir-faire ou capacités techniques, capacités de mise en œuvre, acquis par l'apprentissage ou l'expérience par l'individu. Les métiers demandent des durées de formation et d'apprentissage ainsi que des niveaux de qualification variés. Ces facteurs, plus ou moins liés à la loi de l'offre et de la formation, déterminent en partie leur rémunération. L'exercice d'un métier est fréquemment précédé d'un apprentissage, plus ou moins long, stage, statut d'apprenti, autrefois compagnonnage, aujourd'hui tutorat. L'exigence d'une période d'essai au départ de tout contrat de travail témoigne de ce que l'employé prouve qu'il a une compétence minimale du métier, ou en tout cas qu'il a la volonté et l'aptitude de l'acquérir dans le cadre d'un processus d'apprentissage des spécificités de son futur poste. Autre notion, celle de réflexivité. La réflexivité est une démarche méthodologique en sociologie et en anthropologie qui consiste à appliquer les outils de l'analyse à son propre travail ou à sa propre réflexion et donc d'intégrer sa propre personne dans son sujet d'étude. Plus généralement, une démarche réflexive consiste en une prise de conscience et en un examen approfondi de sa propre démarche. Quand on parle d'analyse, il s'agit d'une méthode qui s'oppose à la synthèse. L'analyse vise à comprendre un objet en le décomposant en ses constituants. Donc, en matière de réflexivité, quand on analyse son propre travail ou sa propre réflexion, la méthodologie permet de comprendre par soi-même les gestes, les procédés qu'on met en œuvre pour atteindre un objectif. Nous allons terminer cette première partie des définitions un peu du sens commun en parlant de la situation. Qu'est-ce qu'on entend par une situation? 4 sens peuvent expliquer la notion de situation. Le premier sens, c'est physique, c'est l'emplacement, une position géographique de quelque chose ou de quelqu'un. En anglais, on parlera de position, location. Le deuxième sens que peut prendre cette expression, c'est celle que nous connaissons dans le milieu du travail, c'est l'emploi, une profession rémunérée. Par exemple, on va dire il a une bonne situation ou une belle situation. En anglais, on parlera aussi de position. Troisième sens de ce terme, l'ensemble des conditions, circonstances dans lesquelles une personne se trouve. Exemple, une situation familiale ou être maître d'une situation. En anglais, on parlera de situation. Dernier sens, pour expliquer le mot situation, c'est un état
dans lequel se trouve une entité, ça peut être un État, une nation ou une entreprise, dans un domaine donné. Exemple, une situation économique, une situation politique en parlant des États, une situation professionnelle. Dans ce qui va suivre, je vais souvent faire référence à un certain nombre d'auteurs. Donc retenez-le, allez vous documenter sur leurs ouvrages et vous retrouverez dans ces ouvrages ce dont il va être question. On va commencer par Guy Le Botterf pour évoquer ces définitions formulées par des experts. Pour Guy Le Botterf, le métier se définit à travers 4 grandes caractéristiques. Tout d'abord, le métier, c'est un corpus de savoir et de savoir-faire essentiellement technique. Ensuite, le métier, c'est un ensemble de règles morales. On parlera de déontologie. Les règles morales qui sont spécifiques à la communauté d'appartenance de quelqu'un. Par exemple, des comptables qui obéissent aux principes comptables. Des médecins qui ont également leur propre code de déontologie. Troisièmement, le métier, c'est une identité qui permet de se définir socialement. Ceux qui sont dans la vie active vont souvent se définir par leur métier. On va dire, je suis une secrétaire, je suis formateur, je suis boulanger. Et enfin, pour Le Botterf, le métier, c'est une perspective aussi, une perspective d'évolution, une perspective d'approfondir ses connaissances, savoir-faire, par l'expérience que l'on a accumulée. Apprentissage via la pratique. En anglais, on dira learning by doing. Pour parler de professionnalisation, je vais faire référence à Vygotsky. Pour Vygotsky, le mot professionnalisation revêt 3 sens différents. Premièrement, la professionnalisation des activités, voire des métiers, au sens de l'organisation sociale d'un ensemble d'activités, par la création de règles d'exercice de ces activités, par la reconnaissance sociale de leur utilité, et enfin par la construction de programmes de formation nécessaires à ces activités. Deuxièmement, la professionnalisation des acteurs, au sens à la fois de la transmission de savoir et de compétences nécessaires pour exercer la profession et de la construction d'une identité de professionnel. Enfin, la professionnalisation des organisations, c'est aussi la formalisation d'un système d'expertise par et dans l'organisation. La professionnalisation est donc un processus de négociation par le jeu des groupes sociaux en vue de faire reconnaître l'autonomie et la spécificité d'un ensemble d'activités et un processus de formation de personnes au contenu d'une profession existante. Dans le premier cas, il s'agit de construire une nouvelle profession et dans le second, de former des individus à une profession existante. On voit bien là qu'il y a une histoire des professions. La professionnalisation met également en situation réelle, on dira mettre en scène, des acquis personnels ou collectifs tels les savoirs, les connaissances, les capacités et les compétences. Bien plus, la professionnalisation réside dans le jeu de la construction ou de l'acquisition de ces éléments qui permettront au final de dire de quelqu'un que c'est un professionnel. C'est-à-dire qu'il est doté de la professionnalité, l'ensemble des connaissances, des savoirs, des capacités et des compétences qui font
que c'est une profession reconnue. Regardons maintenant ce que Guy Le Botterf pense sur le concept de professionnalisation. Dans Ingénierie et évaluation des compétences, il indique qu'il peut exister plusieurs conceptions de la professionnalisation. Et il propose 5 principes directeurs. Premièrement, pour Guy Le Botterf, on ne professionnalise pas des personnes. Seules celles-ci peuvent se professionnaliser si elles en ont la volonté et si elles y consacrent l'énergie et les efforts nécessaires. On a là un concept de responsabilité du formé, de l'apprenant. Le professionnalisme résulte d'un investissement personnel. Deuxième principe directeur de Le Botterf, la professionnalisation est orientée vers la construction d'une professionnalité pour ceux qui s'y engagent. Il y a là la notion de processus, qu'on va retrouver d'ailleurs dans le troisième principe, qui évoque le professionnalisme comme un parcours de professionnalisation qui peuvent se gérer comme des parcours de navigation en plusieurs étapes. On ne se professionnalise pas en une seule fois. Le concept de formation tout au long de la vie rejoint un peu ce principe directeur. Quatrième principe, la professionnalisation inclut la formation, mais ne se réduit pas à celle-ci, car la professionnalisation a besoin d'autres ressorts, d'autres ressources que la personne va aller rechercher dans la pratique. Et c'est le cinquième principe directeur. La professionnalisation suppose la mise en place de moyens pour développer la réflexivité, dont on a parlé tout à l'heure, et la distanciation critique des professionnels sur leurs pratiques, leurs compétences et leurs ressources, leur représentation, leur façon d'agir et d'apprendre. Troisième auteur important, Thierry Ardouin. Thierry Ardouin fait se référer, en parlant de professionnalisation, à 3 dimensions. D'abord, une dimension sociologique. La professionnalisation, c'est le passage d'une occupation au statut de profession en passant par l'existence d'un métier. En quelque sorte, une profession est un métier qui a réussi. On pense notamment aux métiers qui s'inscrivent dans un contexte, un corps de métier, un groupement. Par exemple, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des notaires. Deuxièmement, pour Ardouin, il y a une dimension individuelle et de l'emploi. La professionnalisation est la montée en savoir-faire, en qualification, en compétences, c'est-à-dire en professionnalité. C'est le processus de développement de sa professionnalité qui allie augmentation des savoir-faire, mais aussi la reconnaissance de ceux-ci par les pairs, par autrui. Et enfin, Thierry Ardouin parle d'une troisième dimension à la professionnalisation, c'est la dimension pédagogique. La professionnalisation s'applique à la volonté de rendre une formation plus professionnelle sur 2 aspects. Premier aspect, donner, aborder, inscrire des éléments professionnels dans et pendant la formation. C'est la dimension opératoire de la formation.
vers et par des activités et des contenus professionnels. On n'est pas que sur des connaissances scientifiques, on approche le métier à travers des gestes professionnels. Deuxième aspect, adapter et préparer le public en formation en vue de son inscription dans l'emploi. Il y a une approche de l'évolution de la personne, la transformation de la personne pour s'inscrire dans un emploi. Et en s'adaptant comme ça, par ce processus, à un emploi, à un métier, cette personne se professionnalise. Professionnaliser, parler de professionnalisation, c'est s'interroger sur l'un ou l'autre de ces aspects des trois dimensions que nous avons vues, ou la combinaison des trois qui sont de fait entièrement interdépendants. Vous avez dû vous rendre compte des points de convergence entre Le Boters et Ardouin. En fait, il y a une convergence sur plusieurs points. L'individu est acteur de sa formation. Le processus de développement de sa professionnalité, de son professionnalisme, lui appartient. Il faut qu'il soit motivé à agir, qu'il puisse agir et qu'il dispose d'un contexte favorable. Deuxième point de convergence, la professionnalisation est un processus d'acquisition de nouveaux savoirs et savoir-faire qui s'appuie sur l'existence de préacquis professionnels reconnus. Ce processus induit une progression des actions de formation dans le temps. On parle justement de programme, c'est pas simplement l'inscription dans un calendrier d'actions qui ne seraient pas connectées entre elles, mais une vraie progression de l'individu à travers les différentes actions de formation. On se professionnalise ensuite en tirant des éléments de son expérience. Il faut restituer ces connaissances dans un concept particulier qui est le travail et en réinvestissant les acquis sur le terrain de son activité. On peut ajouter que le développement des compétences des professionnels n'est pas seulement considéré comme relevant de la seule formation, mais comme étant le résultat d'un processus comprenant le passage par des opportunités diverses de professionnalisation. Des situations de formation, certes, mais aussi des situations de travail, des situations sociales où l'on rencontre des personnes, des clients, des fournisseurs, des institutions, et également par des activités bénévoles. Pour terminer sur cette partie de définition du sens commun ou par des experts, nous allons conclure autour des trois objets cibles identifiés par Pichard-Witowski pour la professionnalisation. Premièrement, et ça rejoint les trois dimensions évoquées précédemment, la professionnalisation des activités, voire des métiers, revient à faire reconnaître une activité comme profession. Voilà, différencier une activité quelconque comme une activité professionnelle par rapport à ce qui pourrait être réalisé par un non professionnel, un amateur.
Deuxième cible de la professionnalisation des acteurs par la transmission des savoirs et des compétences, permettre aux individus de se construire une identité de professionnel. Et enfin, le troisième objet cible, c'est l'organisation. Lorsque la structure et le fonctionnement de l'organisation permettent des apprentissages collectifs, on va dire qu'on a affaire à une organisation professionnelle. Même si la professionnalisation vise des objectifs différents, des liens se créent entre les différents objets, comme si, faisant évoluer les compétences et la professionnalité des professionnels, on contribuait à professionnaliser le champ, et comme si, professionnalisant les activités, l'organisation, on tendrait à l'évolution des compétences et de l'expertise des agents. Alors, comment se professionnalise-t-on? On se professionnalise grâce à des dispositifs et à des pratiques. Tout d'abord, les dispositifs de professionnalisation. Ils sont mis en œuvre par les organisations, les entreprises, les organismes de formation. On parle de dynamique prescrite. Là, on a affaire à des référentiels préétablis qui permettent de professionnaliser les individus. Dans le cas des dispositifs, c'est la transmission du savoir, qu'il soit théorique, pratique ou professionnel, qui guide la professionnalisation. Il existe des liens entre développement des compétences et les pratiques de professionnalisation et contexte professionnel. S'agissant des pratiques de professionnalisation, elles sont mises en œuvre par les individus indépendamment de tout dispositif. Je dirais même en dehors de tout dispositif. On parle de dynamique réelle, contrairement aux dynamiques prescrites. Pour l'individu, l'objectif est d'être plus efficace dans son travail, plus compétent, plus professionnel. En fait, les pratiques de professionnalisation se font, en quelque sorte, à l'insu de l'individu, parce qu'il recherche à être plus efficace dans son travail, plus compétent, plus professionnel, c'est-à-dire mieux reconnu, il va se professionnaliser. Contrairement au dispositif, ce sont l'action et les compétences qui guident la professionnalisation des individus. Nous allons nous attarder un peu sur cette question des pratiques de professionnalisation. Et Vygotsky énumère toute une typologie de ces pratiques. Au premier desquels, l'apprentissage sur le tas. Un mot un peu galvaudé, voire qui prend maintenant un sens péjoratif, d'où on dira que c'est le degré zéro de la professionnalisation. En fait, Vygotsky lui redonne ses lettres de noblesse. L'individu se professionnalise dès lors qu'une nouveauté, une situation inédite intervient. Vygotsky parle d'une logique de l'action, car l'individu ajuste sa pratique en même temps qu'il agit. Vous voyez qu'on est très loin de cette notion un peu péjorative de la formation, l'apprentissage sur le tas. Autre pratique de professionnalisation, l'utilisation de ressources internes. La présence de collègues plus anciens, connaissant l'historique de l'entreprise, sachant où trouver l'information, comment l'utiliser, sont des personnes ressources précieuses
auxquels les nouveaux ne manquent pas de faire appel, ou en tout cas ne devraient pas manquer de faire appel. Vygotsky parle de la logique de la réflexion et de l'action. Ces données, ces informations ne peuvent pas être acquises dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un dispositif de professionnalisation. On a bien besoin d'être dans un contexte et le contexte va apporter des savoirs qui n'existent dans aucun manuel, qui ne peuvent exister dans aucun manuel utilisé dans les dispositifs de professionnalisation. Troisième typologie de pratique de professionnalisation, celle de la participation à un groupe d'analyse de pratique. C'est nouveau, c'est, on va dire, des méthodes nouvelles pour amener maintenant des collectifs au travail à se professionnaliser. C'est donc ces groupes d'analyse de pratique. Participer à un groupe d'échange de bonnes pratiques est l'occasion de prendre du recul par rapport à sa propre action, et c'est toujours un gage d'efficacité pour les actions futures. Si cette réflexion vient après l'action, c'est-à-dire qu'on tire le bilan d'une action, Vygotsky parle de logique de réflexion sur l'action qui vient de se dérouler. On va faire un bilan d'une opération, par exemple, et on partage, dans le cadre de ce groupe d'analyse des pratiques, les choses qu'on a mises en œuvre ou qu'on a peut-être oublié de mettre en œuvre ou qu'on aurait pu mettre en œuvre. Si cette réflexion sur les pratiques concernant une action vient avant l'action, c'est-à-dire qu'on anticipe sur une autre façon d'agir, alors Vygotsky parle de logique de la réflexion pour l'action. Donc ce sont les fameux groupes de travail qui se réunissent par rapport à un projet. Donc, dans ces groupes de travail, dans ces groupes d'analyse de pratique, les individus qui y participent développent une professionnalisation. Enfin, l'auto-formation, dans le cadre d'un projet spécifique qui nécessite d'acquérir des savoirs nouveaux ou pour réduire l'écart entre compétences actuelles et compétences visées, dans un laps de temps plus ou moins cerné, identifié, l'individu peut souhaiter poursuivre sa formation. Il pourra alors utiliser le centre de ressources internes, reprendre des études ou s'inscrire aux actions de formation continue. Vygotsky parle alors de la logique d'intégration-assimilation. L'auteur Roche contribue à clarifier ce concept qui est un peu en vogue et qu'on n'arrive pas à cerner exactement, en déclinant les 5 dimensions de la professionnalisation économique, éthico-philosophique, sociologique, psychologique et pédagogique. Voyons tout d'abord la dimension économique de Roche. La dimension économique de la professionnalisation renvoie à la situation dans laquelle l'individu a la possibilité de vivre de son activité, à la différence du bénévole, de l'amateur, etc. Dans cette acception, professionnaliser, selon Roche, signifie former des individus capables de vivre du produit de leur travail et développer chez eux un sentiment d'appartenance à une organisation professionnelle. La professionnalisation, selon elle toujours, contribue à modeler une identité socio-professionnelle
par la rétribution du travail. Pour la dimension éthico-philosophique, qui définit la professionnalisation comme un engagement à fournir un travail qui serve l'homme au lieu de le desservir, les compagnons constituent un exemple de cet engagement. Cette dimension implique, sur le plan collectif, l'existence d'une organisation fondatrice et qui garantit un système de normes, de règles, de valeurs, comme les syndicats ou les organisations professionnelles. La professionnalisation pourrait introduire ou réintroduire de l'éthique dans l'activité professionnelle. La dimension sociologique qui inscrit la professionnalisation dans une optique de lutte sociale afin d'obtenir un meilleur positionnement social. On retrouve là un peu les mouvements syndicaux qui ont permis de mettre en place des classifications professionnelles et au regard de ces classifications, des grilles de salaire. Dans ce sens, la professionnalisation signifie la recherche de reconnaissance sociale d'une profession alliée à la stabilisation d'un statut et d'une rémunération. La dimension psychologique correspondant à ce mouvement d'identification des déterminants internes qui permettent à un individu de conduire son activité en lien avec les changements de l'environnement économique et social. De ce point de vue, professionnaliser revient à permettre à des individus d'avoir prise sur leur environnement en les dotant d'une compétence complexe faite à la fois de connaissances théoriques, d'un équipement cognitif et d'un équipement socio-affectif. Et pour terminer, la dimension pédagogique concerne les modalités de construction des déterminés dont il vient d'être question, et notamment les schèmes cognitifs et socio-affectifs dans un rapport à l'expérience réinventée. Pour les schèmes cognitifs, il convient de construire une représentation réelle complexe, et pour les schèmes socio-affectifs, une interaction relationnelle et une représentation de soi apte à favoriser les coopérations et les comportements de maîtrise. En conclusion, le thème de la professionnalisation rencontre aujourd'hui un vif succès non seulement dans le champ de la formation, mais aussi dans celui du travail. Le thème de la professionnalisation fait à la fois débat social et débat théorique. Débat social d'abord en ce qu'il relève de pratiques sociales qui doivent être questionnées au plan de leurs enjeux, dans la mesure où les acteurs, groupes sociaux, entreprises, formateurs, qui font usage du mot professionnalisation n'y attribuent pas les mêmes significations, voire des significations contradictoires. Débat théorique, la professionnalisation, dans quelles conditions peut-elle devenir un véritable enjeu et objet théorique? Il conviendrait probablement de prendre en compte et d'étudier de façon globale et en articulant les problématiques sociales intéressant la formation, développement professionnel des personnes, et celles intéressant les milieux du travail, développement des activités et des organisations, alors qu'elles demeurent très souvent séparées du fait des découpages disciplinaires et des tendances actuelles à la réduction des objets analysés. Probablement y a-t-il donc ici à concevoir un paradigme de recherche permettant de penser dans le même temps théorie du sujet, c'est-à-dire l'acteur, l'apprenant, théorie de l'activité et théorie de l'organisation.
Enfin, on peut noter qu'on insiste davantage de nos jours sur la nécessité de finaliser davantage les apprentissages par rapport aux situations de travail, d'articuler plus étroitement travail et formation, de développer des expertises multiples dans des contextes d'activité qui changent de façon quasi permanente. Alors, quelques questions pour conclure. Premièrement, la professionnalisation est-elle une affaire pour soi ou pour l'organisation? Deuxièmement, la professionnalisation est-elle une question de développement des compétences? Enfin, quelles difficultés la professionnalisation peut-elle représenter? Existe-t-il des malentendus entre l'individu et l'organisation, et de quel ordre sont-ils? Voilà, j'ai terminé cette présentation pour vous donner quelques bases de réflexion sur construire sa professionnalité, professionnalisation, professionnalisme. Cette présentation a pour vocation de vous donner quelques outils pour pouvoir exploiter les documents que je vous ai mis en partage et à partir desquels je vous demanderai maintenant de faire un exercice collectif pour identifier votre propre professionnalité dans le métier que vous voulez exercer, de l'accompagnement ou de la formation. Quels sont les éléments de professionnalité que l'un ou l'autre pouvez déjà détenir, qui vont vous servir en fait de prérequis personnels, ce que vous avez apporté avec vous en intégrant ce cursus. Deuxième questionnement, c'est qu'est-ce que ce cursus a développé en vous à partir notamment des dispositifs que vous avez suivis, mais également des pratiques de professionnalisation que vous avez mises en œuvre dans le cadre des stages en entreprise. Qu'est-ce que ces moments vous ont amené comme élément de professionnalité par rapport à votre projet professionnel? Et enfin, là c'est une réflexion un peu prospective à conduire, quelles sont les situations de travail, d'autres termes, quel serait le poste que vous aimeriez occuper à l'issue de cette formation, au regard de ce qui constitue vos prérequis et de vos acquis de cette formation, quelle situation ou quelle sorte de poste de travail vous permettrait de poursuivre votre professionnalisation pour construire votre parcours. Voilà le sujet du travail que je vous proposerai de réaliser, de conduire par groupe, comme on en a eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Vous regroupez en 4 ou 5 personnes pour travailler sur avant, pendant et après quel parcours de professionnalisation vous pouvez envisager. Et donc ce travail, vous pouvez me le transmettre sous forme d'un document que vous aurez rédigé collectivement et que vous m'adresseriez par email à l'adresse gilbert.la-porte@orange.fr. Voilà, donc bon travail et
expérimenter cette nouvelle forme de formation à distance à travers ce MOOC. À bientôt. Au revoir.